Ferrari a montré une nouveauté technique absolue, à savoir un aileron arrière avec un flap du DRS qui tourne jusqu'à 180 degrés, presque 270 degrés de mouvement au total. Une solution inédite qui est étudiée par tous et qui offre un avantage de 8 à 10 km/h sur la ligne droite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir cette solution que Ferrari a présentée lors de cette journée d'essai. Nous devons également parler du cas Mercedes car, contrairement à ce que tout le monde pense, Mercedes est sortie victorieuse de la lutte concernant son moteur. Nous allons voir quel sera l'avantage, la solution et la stratégie qu'ils ont adoptée pour faire approuver leur moteur par la fédération. Nous devons également parler du départ car ici aussi, Ferrari a malheureusement perdu une bataille contre les autres car le départ a été modifié. La procédure a été mise en place pour avantager les motorisés Mercedes au détriment surtout de ceux qui ont le moteur Ferrari et ceux qui ont le moteur Red Bull. Et allons voir tous les sujets dans cette vidéo. Cela dit, commençons tout de suite. Après la lecture derrière le décharge, cette solution presque de laboratoire qui a fait tourner en bourrique le paddock hier, aujourd'hui en Bahreïn est arrivé un autre coup. Un nouvel aileron arrière qui ne se contente pas de s'ouvrir mais se retourne sur lui-même. Et ici, la chose devient intéressante car dans le règlement 2026, qui laisse beaucoup de liberté sur l'aérodynamique active, il n'y a plus le vieux DRS avec le classique piston central qui soulève le flap et c'est tout. Certaines équipes sont restées sur un concept similaire au passé. Alpine, par exemple, a fait quelque chose de différent en faisant tourner le flap autour du bord d'attaque. Audi a déplacé le pivot encore plus en avant, mais Ferrari est allé plus loin et sur la Ferrari SF26, on a vu sur la piste pour la première fois sur Lewis Hamilton un flap arrière qui non seulement tourne, mais continue sa course. Il arrive en position horizontale et au lieu de s'arrêter là, comme le feraient tous les DRS, il se prolonge jusqu'à se retourner pratiquement de 180 degrés, atteignant un mouvement global proche des 270 degrés. En pratique, que se passe-t-il ? La partie avant du flap est celle avec le logo HP qui est normalement orientée vers le haut lorsque l'aile est fermée, elle finit par pointer vers le bas et la partie arrière, celle avec le logo IBM, se retrouve orientée vers le haut. C'est comme si l'aile se retournait et cela change complètement le profil aérodynamique lorsque l'aile est ouverte. Le bord de sortie devient en fait un bord d'entrée et il se crée une énorme séparation entre le plan principal et le flap avec un objectif clair, maximiser le décrochage et réduire la traînée en ligne droite. En somme, minimiser la résistance aérodynamique. Selon les premières données de télémétrie qui circulent dans le paddock, Ferrari pourrait gagner entre 8 et 10 km/h sur les lignes droites par rapport à ses adversaires. Et ce ne sont pas de petits chiffres, ce sont des chiffres qui changent les hiérarchies. Et c'est ici que la partie encore plus intéressante entre en jeu car il n'y a pas l'actuateur central classique. Le système d'activation aurait été déplacé dans les plaques terminales. Cela signifie que toute l'architecture de l'aile a été repensée. Ce n'est pas une modification superficielle, c'est un concept structurel de l'aile. Et c'est un avantage théorique qui est triple car tout d'abord, il y a un énorme écart entre l'aile principale et le volet. Donc, cela signifie moins de résistance aérodynamique. Deuxième point, le profil qui était auparavant le bord de fuite devient le bord d'attaque, avec un point de stagnation plus mince et donc moins de traînée. Et troisième point, en faisant pivoter le volet et en inversant les surfaces, vous allez provoquer un décrochage de la partie qui générerait normalement une pressurisation et donc une résistance. C'est une solution extrêmement intelligente, mais c'est aussi un système extrêmement complexe. Il y a aussi quelques problèmes, car dans la phase initiale de rotation, un effet de voile peut se créer pour 1 ou 2 dixièmes, avec d'énormes charges sur le pivot central. Parce qu'évidemment, le système de rotation est plus lent qu'un DRS traditionnel, donc il peut y avoir une phase où vous perdez un peu de vitesse initialement lorsque le flap est en rotation. Et en effet, nous avons vu Ferrari rester longtemps au stand avec les panneaux relevés. Il faut comprendre si c'est pour l'optimisation de ce système ou aussi pour un problème de fiabilité de la voiture. Les ingénieurs de Mercedes et Red Bull observent de très près cette solution, parce que la reproduire n'est pas impossible, mais cela signifie repenser une bonne partie de l'arrière. Et la sensation est claire, Ferrari ne se contente pas d'apporter des mises à jour. Il cherche des failles réglementaires, des interprétations à la limite, des zones grises. Nous l'avons vu auparavant avec l'ailette positionnée devant l'échappement. Et puis avec cette solution, avec cette aile arrière et son flap complètement redessiné. Sam Collins l'a dit clairement. Le règlement ne précise pas que l'aile doit être montée dans le bon sens. Quand l'avion est actif, il n'y a pas de problème. Et Ferrari a pris cette phrase et l'a transformée en arme pour elle. Maintenant, il faut évidemment voir si cette solution est durable et fiable pour toute la saison, ou si la FIA mettra bientôt la loupe et pourrait même imposer une contrainte à Ferrari. En effet, avec ce système, Ferrari a un grand avantage sur la ligne droite, parce qu'elle parvient à réduire la traînée aérodynamique, à avoir une aile beaucoup plus grande, ce qui permet donc d'avoir plus de vitesse de pointe. On parle de 8-10 km/h. Il y a un petit problème au début lorsque vous activez ce système d'aérodynamique active, parce que vous allez complètement faire pivoter le flap. Et donc à ce moment-là, une zone se crée où vous avez plus d'incidence sur l'aile. Et donc tu vas réduire la vitesse initiale, mais tu vas gagner quand tu vas fermer le système.
Parce qu'en se fermant, le système prend plus de temps par rapport à un DRS normal, donc tu vas profiter d'un avantage supplémentaire en vitesse de pointe. Et nous savons que ce que tu perds initialement lorsque tu actives le système est moins que ce que tu gagnes lorsque tu as des vitesses beaucoup plus élevées, quand tu es au-dessus de 340-358 km/h. C'est beaucoup plus ce que tu gagnes à la fin que ce que tu perds au début. Donc ce système de Ferrari s'il est structuré de manière adéquate, s'il fonctionne et ne pose pas de problème lors de l'activation, eh bien cela peut être un grand avantage par rapport à tous les adversaires. C'est pourquoi tout le monde a étudié de près le système de Ferrari, parce que c'est une solution inédite, jamais vue jusqu'à présent. Mais qui respecte le règlement? Mais nous devons aussi parler d'une nouvelle négative sur le cas des moteurs de Mercedes, parce que c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est le contraire de ce que beaucoup pensaient. Pendant des mois, on a parlé d'un moteur borderline, de contrôle de vérification à chaud, de possibles modifications forcées. Et à la fin, qui a gagné la partie politique? Mercedes. La proposition qui sera votée par le PUAS, donc le Power Unit Advisory Committee. Elle concerne l'introduction à partir d'août d'un contrôle sur le rapport de compression 16 à 1, mais à 130 degrés. Traduit la vérification à chaud réel, plus à 115 degrés. Comme fait lors des contrôles préliminaires, ce sera à 130. Et là est le point. Beaucoup ont pensé. Ah, donc Mercedes devra refaire le moteur d'ici août? Non, parce que le moteur Brixworth est déjà conforme, même à 130 degrés. Le fameux moteur 6 cylindres, M17 Performance. Avec la double microcaméra par cylindre, il a été conçu exactement pour ce scénario, à des températures plus élevées, donc des pressions plus élevées dans la chambre. Le petit trou qui alimente la seconde microcaméra se bouche, et en unité, il peut travailler avec des rapports avec pression. Cela va jusqu'à 18 à 1, politiquement raffiné, et évidemment valable. Politiquement, cependant, c'est dévastateur, parce que la vraie lecture n'est pas que Mercedes doit s'adapter, c'est l'inverse. Ce sont les autres qui, s'ils le souhaitent, devront rattraper. En effet, au 1er mars, l'homologation de l'unité de puissance entre en vigueur. Après cette date, il n'est plus possible de toucher, pratiquement rien, à moins d'un feu vert de la fédération. Et le seul outil disponible est la Duo, qui est le mécanisme permettant des mises à jour extraordinaires sur le moteur, seulement si un écart de performance supérieur à 2% est vérifié et certifié. Alors, que signifie cela? Si Mercedes a vraiment un avantage important, les autres constructeurs pourront intervenir, mais seulement après le GP de Miami, seulement si la FIA certifie ce fameux 2%, et avec des coûts supplémentaires au-delà du budget cap. En d'autres termes, ceux qui veulent récupérer devront dépenser. Et la date d'août n'est pas un hasard. C'est une fenêtre temporelle qui théoriquement permet aux poursuivants de développer une réponse technique. Mais en attendant, Mercedes avance. Et il y a un autre élément qui peut encore plus faire pencher la balance en faveur de l'équipe de Brixworth, à savoir le carburant. Et il y a un autre élément qui peut encore plus faire pencher la balance en faveur de Mercedes, à savoir le carburant, parce que Petronas n'a pas encore homologué définitivement son e-fuel. Pourquoi? Probablement parce qu'ils attendaient le résultat de cette affaire. Et si tu es sûr de pouvoir travailler de manière stable à 18 pour 1, tu peux développer un carburant optimisé pour ce rapport de compression, et donc tu as plus de pouvoir calorifique, plus d'efficacité et plus de puissance. Et l'avantage n'est pas seulement en chevaux, mais aussi dans la consommation. Si tu consommes moins pour une puissance équivalente, tu peux embarquer moins d'essence. Si tu embarques moins d'essence, la voiture pèse moins. Si elle pèse moins, tu gères mieux les pneus sur le long terme. C'est un effet domino. Et ici entre aussi la partie politique, parce que Toto Wolff a joué à la barita de manière chirurgicale. Il a laissé le débat s'intensifier. Il a obtenu la vérification officielle de la FIA. Il a fait certifier la conformité du moteur. Et maintenant, le récit se renverse. Ce n'est pas Mercedes qui a forcé le règlement. C'est Mercedes qui l'a respecté et interprété au mieux. Nous pouvons discuter de l'équité, de la perception, des délais. Mais le résultat est celui-ci. Et la norme passe. Et donc Mercedes est déjà en règle. Il n'y aura aucune intervention sur son moteur. Et donc cela sera un avantage technique qui, oui, les autres l'ont récupéré en 2026. Mais ce sera un grand avantage initial pour Mercedes. Et pour tous les motorisés Mercedes. En effet, aujourd'hui, Toto Wolff n'était pas sur la piste. Il est arrivé au cours de la journée, mais au début, il y avait Bradley Lord, qui a fait les frais de Toto Wolff. Et il a clairement expliqué qu'ils savent que leur moteur, en ce moment, respecte le règlement. La FIA a effectué des contrôles, et le moteur a passé ses contrôles. Donc oui, il y aura des vérifications à chaud, mais elles passent de 115 à 130 degrés. Donc il n'y a pas un grand changement. Le moteur respecte également les contrôles à chaud, donc en substance, le moteur Mercedes. Il fonctionnera tel quel au début de la saison. Et il aura un grand avantage, non seulement en termes de performance, de puissance. Certains estiment 15-20 chevaux, comme l'a également dit Max Verstappen lui-même. Mais on estime aussi un avantage au niveau du poids, parce que tu peux avoir un essence, un carburant. Qui donc va limiter? Va mieux exploiter le moteur avec un rapport de compression de 18 à 1,
avec des taux de compression de 18 à 1, et donc tu peux avoir un pouvoir calorifique meilleur, tu peux avoir une essence mieux exploitée, embarquer moins d'essence dans la voiture, et donc avoir moins de poids, et mieux gérer les pneus lors des longs runs. Il est clair que c'est un énorme avantage. Et cela pour Mercedes. C'était une bataille politique que Mercedes a gagnée contre les autres motoristes. Bien que Mercedes soit le motoriste, disons en désavantage en termes de chiffres, parce que nous avons Audi, nous avons Ferrari, nous avons Red Bull, nous avons Honda. 4 motoristes contre un motoriste. Mercedes, malgré cela, a gagné. Aussi grâce à la présence de Mercedes dans le paddock. Parce que c'est l'équipe motoriste, de nombreuses équipes, sur la grille. Et cela sera un grand avantage. Parce que ils ne pourront pas modifier le moteur, parce qu'il sera gelé, jusqu'en août. Et donc cela sera un avantage pour Mercedes, parce qu'ils auront un moteur différent des autres. Dans cette première partie de saison, nous savons qu'il y a l'outil. C'est un outil que si tu as un désavantage de 2% sur la partie moteur, tu peux récupérer avec des développements et des essais au banc spécifique. Mais nous savons que les interventions sur l'ADU arrivent après 6 mois. Donc cela prendra un peu de temps, avant que les autres motoristes rattrapent leur retard sur le moteur Mercedes. Et cela vaut aussi pour le moteur Honda. En ce moment est le moteur le plus mauvais sur la grille. Et même Vastor s'est mis à rire, dans le sens où c'est une solution qui ne convient même pas à Ferrari, parce qu'il y aura 13 grands prix qui se courront avec les moteurs Mercedes, déjà approuvés précédemment. Et les contrôles à 130 degrés seront de toute façon effectués à partir d'août. Maintenant, au 1er mars, l'unité de puissance a été approuvée et celle de Mercedes sera approuvée. Donc Mercedes, McLaren, Alpine et Williams courront de cette manière. Avec cette unité de puissance qui a un avantage de performance par rapport à tous les autres, donc disons qu'à la fin, 4 motoristes contre 1. Mais Mercedes a quand même gagné, Vastor lui-même a dit que c'était une bonne réunion, mais nous avons quand même Melbourne qui est dans 10 jours. Donc on ne peut pas bouleverser les moteurs Mercedes en ce moment, il faut respecter la décision de la FIA et de la FOM. Mais parlons aussi de la procédure de départ, parce qu'ici aussi, Mercedes a gagné une autre bataille politique. En effet, avec l'élimination de l'MGH, aujourd'hui le turbo n'est plus assisté électriquement au moment du départ. Tout le travail repose sur le moteur thermique. En d'autres termes, si vous voulez avoir la bonne pression, la bonne réponse à l'extinction des feux, au départ, vous devez préparer le turbo au préalable. Et le préparer ne signifie pas seulement monter dans les tours, cela signifie les maintenir élevés pendant un certain temps. Lors des premiers tests à Bahreïn, nous avons vu des pilotes atteindre près de 13 000 tours sur la grille pour mettre le turbo à la bonne fenêtre. Nous avons vu, si c'est Lando Norris aujourd'hui, atteindre 12 000 tours du moteur. Mais le point critique est un autre. Celui qui part des dernières positions n'a souvent pas le temps matériel pour compléter la procédure. Car entre la dernière voiture qui se positionne et l'extinction des feux, il peut s'écouler très peu de temps. Alors que a fait la FIA avec la commission F1? Elle a introduit une modification simple mais stratégique. Désormais, avant que les 5 feux rouges ne s'allument, tous les panneaux LED latéraux sur la grille s'illumineront en bleu pendant 5 secondes. Lorsque ces LED s'éteignent, c'est seulement à ce moment que la procédure officielle des feux de départ commence. En pratique, c'est un préavis. 5 secondes durant lesquelles les pilotes savent avec certitude que la séquence de départ est sur le point de commencer et peuvent commencer à préparer le turbo. Ce n'est pas une révolution réglementaire, c'est un ajustement opérationnel, ce qui est fondamental car cela donne à tous le même repère temporel. Beaucoup plus simple par rapport à l'idée qui avait circulé d'utiliser l'MGK pour alimenter le turbo sur la grille, ce qui est actuellement interdit à la fois parce qu'il ne peut pas fournir de puissance à l'arrêt et parce qu'en dessous de 50 km/h, c'est interdit. Donc la FIA a choisi la voie la plus propre. Nous ne touchons pas à la technique mais nous réglons la procédure de départ. Mais ici, Verstappen s'est avancé à ce sujet car tandis que McLaren avec Andrea Stella soulève le thème. En parlant aussi des risques de sécurité possibles, Verstappen a répondu sans détour. Le départ n'est pas un problème de sécurité, c'est un choix technique concernant le turbo. Nous avons fait un choix volontaire. Ceux qui ont des problèmes peuvent partir de la voie des stands. C'est une phrase lourde car le message est clair, ce n'est pas un défaut du règlement. C'est une question de la façon dont vous avez conçu votre package technique de voiture. Et Verstappen, donc Red Bull, mais aussi Ferrari elle-même, savent qu'ils ont une meilleure procédure de départ. Donc préparez le turbo de manière plus efficace par rapport au moteur Mercedes. Et donc Max dit qu'ils ont cet avantage chez Red Bull et beaucoup partagent son avis. D'autres, en revanche, sont un peu plus diplomates. Il ajoute aussi un autre point intéressant. Avec les ailes ouvertes, la résistance est considérablement réduite. Donc profiter de l'aspiration est plus difficile. Lorsque les ailes se referment à la fin de la ligne droite, la voiture change complètement de comportement. Et il le change de manière brusque. La déportance sur les pneus a un impact. L'énergie doit être gérée différemment. En somme, la formule 2.026 n'est pas simplement différente. Elle est structurellement plus complexe. Et c'est ici que se pose la vraie question. La modification des 5 secondes résout-elle vraiment ce problème au départ? Ou n'est-ce qu'un tampon pour équilibrer techniquement les motorisés Mercedes avec tous les autres moteurs?
Parce que même ici, si certains ont fait des choix concernant leur voiture pour réduire la taille du turbo, et donc avoir un turbo disons plus petit mais plus efficace, qui permet de préparer le départ plus rapidement, et d'être peut-être aussi plus fort à certains moments de la course. Eh bien, c'est un choix de performance que l'équipe a fait sur ce turbo et sur la voiture elle-même, et au contraire, peut-être d'autres comme par exemple le moteur Mercedes, qui a un turbo plus grand prend plus de temps pour préparer le turbo lui-même, et donc entrer dans la bonne fenêtre de tour moteur pour ensuite commencer la procédure de départ. Et c'est un désavantage pour eux en termes de performance. Donc, cette modification de la procédure de départ va certainement au bénéfice des motorisés Mercedes. Bien que cela ait été un choix technique et de performance, celui d'avoir construit un turbo plus grand pour eux, donc ils devraient assumer les responsabilités. Mais la FIA, en présentant cette modification comme une solution en matière de sécurité, favorise par conséquent les motorisés Mercedes. Et ici, Max Verstappen le dit clairement, prenant la défense et défendant Red Bull, mais aussi en défendant la Ferrari elle-même, qui va payer le prix de cette décision de la fédération. Donc, encore une fois, Mercedes remporte une autre bataille politique, après le rapport de compression de 18-1, que finalement le moteur Mercedes a été homologué, il a été approuvé par la fédération, maintenant la procédure de départ a également été modifiée. Pour aller avantager les motorisés Mercedes, je pense en particulier aux top teams Mercedes et McLaren. Mais nous devons aussi parler des temps réalisés aujourd'hui, parce que quand Lando Norris imprime un 1.34 Team 453 et qu'il prend le meilleur temps absolu, ce n'est plus seulement une collecte de données, la McLaren est devant, et pas de peu sur le plan symbolique, parce que oui, Verstappen a un 10e, mais avec le pneu C3 contre le pneu C4 de Norris, et cela change la lecture. Maintenant attention cependant, parce que lors des tests, le temps sec, c'est la dernière chose qui compte, mais la manière dont on le fait compte énormément. Et ici, on a vu une différence intéressante. Norris a fait un run très agressif, un bon rythme initial, assez stable, puis cependant, quand les pneus se sont effondrés, la voiture est devenue difficile à tenir sur la piste, nous avons vu deux blocages, un couple de sorties de piste et puis il rentre au stand. Les températures de la piste étaient autour de 45 degrés et la dégradation a été lourde pour tout le monde. Verstappen a également commencé à souffrir de la dégradation, mais la Red Bull a fait quelque chose de différent. Dès que les temps ont commencé à augmenter, il est devenu au stand et le relais a été plus contrôlé. Cela me dit une chose très intéressante, qu'il travaille plus sur la gestion que sur le temps absolu. Et il y a un autre détail intéressant, c'est-à-dire par rapport à la semaine dernière, la Red Bull n'a pas fait de vitesse folle sur la ligne droite, c'est-à-dire avoir des vitesses très élevées. Cela pourrait être une carte de déploiement différente de l'énergie, il se pourrait qu'ils ne veulent pas trop montrer, ou qu'ils optimisent déjà la gestion de l'énergie, pour ne pas utiliser toute l'énergie électrique sur la ligne droite, mais pour l'optimiser aussi en phase de sortie, parce que cette année, la vraie clé sera celle-ci, ne pas gaspiller d'énergie sur la ligne droite, juste pour atteindre la vitesse maximale. La puissance électrique doit être mise en accélération, et au-delà d'une certaine vitesse, elle doit commencer à récupérer, pas à pousser. Et c'est là qu'est entrée en jeu la différence entre McLaren et Ferrari, parce que la Ferrari a vraiment roulé très peu ce matin, elle n'a fait que 5 tours. Testant cette nouvelle aileron arrière, révolutionnaire avec le flap qui se renverse au-delà de 180 degrés. Une solution très agressive. Cependant, la voiture est restée démontée dans les stands, tout au long de la matinée. Pas à cause d'une grave panne mécanique, mais à cause d'un problème avec un capteur à l'arrière. Ils ont dû démonter la moitié de la voiture, cela a évidemment faussé le classement. Mais attention à une chose importante, que peu de gens remarquent. Le Tour de Leclerc, celui effectué hier, reste le meilleur, pratiquement dans tous les virages, par rapport à celui de McLaren. Nous avons vu une vitesse d'entrée supérieure, une insertion plus propre, une dynamique de charge évidente. En somme, nous avons vu une Ferrari nettement supérieure à la McLaren hier, alors qu'aujourd'hui nous avons vu une McLaren supérieure à la Ferrari, donc on voit d'énormes différences. Même dans la gestion du rapport de change, dans la stratégie de recharge, il y a beaucoup de différences entre Ferrari et McLaren, dans l'utilisation des vitesses, mais aussi dans l'utilisation de l'énergie sur la piste. En effet, Ferrari semble utiliser des rapports plus longs, le petit droit recharge en mettant la première, ou même en évitant la 8e vitesse. McLaren en revanche maintient des tours élevés, et aussi les vitesses, et aussi à des vitesses élevées. Elle a des rapports plus courts, en somme ce sont des philosophies différentes, avec Ferrari qui mise sur l'efficacité aérodynamique et la stabilité en courbe, McLaren mise sur l'agressivité en accélération et une exploitation un peu plus agressive du moteur. Et donc quand quelqu'un dit que le temps de Piazza et Norris est plus lié au moteur qu'à l'adhérence, ce n'est pas une exagération, on voit clairement plus de poussée en sortie de courbe. Dans les accélérations, aussi parce que McLaren utilise le moteur Mercedes avec un turbo plus grand, ce qui permet de pousser encore plus à la limite la récupération d'énergie. Et aussi les tours moteurs de l'unité de puissance elle-même, donc Ferrari semble avoir plus de charge pure en ce moment. En somme, il y a différentes différences dans l'utilisation de l'énergie électrique et aussi de l'aérodynamique,
pour essayer de maximiser ensuite les temps autour. En ce moment, on dit que Mercedes et McLaren ont un léger avantage sur Ferrari. Ferrari est la 3e force et Red Bull la 4e force. C'est ce qui circule dans le paddock. Mais ce ne sont encore que des premières rumeurs. Tout le monde se cache encore. Nous aurons les premiers retours lorsque nous verrons les pas de course avec des arrêts au stand. Donc une simulation de la course effective entière. Alors là, nous pourrions dire combien de charges et de carburant les voitures ont à bord. Et donc quels sont les temps? Ils sont fiables. Et faire des comparaisons fiables. Jusqu'à alors, nous ne pouvons pas encore nous prononcer complètement. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur l'aileron de Ferrari, sur le cas Mercedes avec le moteur Mercedes approuvé. Les procédures de départ ont été modifiées. Je suis curieux de répondre aujourd'hui à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications, pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Ici, c'est tout pour le moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo.